bienvenue à Tribune Presse. Regardez un peu mon petit sourire là, parce que j'ai le plaisir d'être ici avec des confrères. Un doyen et un confrère vraiment qui est vraiment... C'est intéressant d'être entre confrères pour parler de l'actualité de la semaine. Alors, mes confrères sont Momar Ndiong. Momar Ndiong, vous êtes journaliste et analyste politique. Bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et avec nous également Momar Seningay, journaliste, analyste politique, Momar Seningay, qui n'est plus à présenter. Hein. En tout cas, ceux qui ont lu Le Soleil dans les années, vraiment, ils savent de quoi je parle. Momar, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis, l'actualité, hein, on en parle. L'actualité, c'est un peu la coalition Ouattou-Sénégal. On a connu un peu l'ère des coalitions à un moment et on a même dit qu'il est impossible de conquérir le pouvoir pour un parti tout seul. Et aujourd'hui, on a une nouvelle coalition Ouattou-Sénégal. Alors, je me retourne du côté de Momar Ndiong. Alors, quelle valeur peut-on donner à cette nouvelle coalition, à votre avis? Fabrice, je vous remercie pour votre invitation. Je dois dire également tout le plaisir que j'ai à partager ce plateau avec Momar Seyni. Et à chaque fois que je suis avec lui, je suis doublement fier. Fier parce que c'est un confrère pour lequel j'ai beaucoup d'estime, pour son professionnalisme et sa rigueur dans le travail. Fier également parce que nous portons le même prénom. Je suis toujours très content quand on parle de Momar Seyni Ndiaye. Cela dit, je crois qu'il serait intéressant de faire une comparaison entre les cadres de l'opposition qui ont précédé Manko Ouattou-Sénégal. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on pourra savoir est-ce que cette coalition-là aura un avenir, oui ou non. Le premier cadre qui a été mis en place par l'opposition, c'est le Front pour la défense, patriotique pour la défense de la République, FPDR, qui a été mis en place au plus fort du combat pour la libération de Karim Wade et pour ce que le PDS avait appelé à l'époque les détenus politiques. C'était sous l'inspiration de Wade, qui avait d'ailleurs usé de toute son influence pour que Mamadou Diop Decroix soit choisi comme coordonnateur. Donc nous avons là un premier cadre qui était tout à fait conjoncturel. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a un certain nombre de composants de l'opposition qui ne s'étaient pas retrouvés dans ce combat et qui avaient pris leur distance, comme par exemple le Réumi. Ensuite, il y a eu Gortia Wahdia. Gortia Wahdia qui a été également mise en place après ce que l'opposition avait considéré comme un reniement du président Macky Sall par rapport à son engagement de réduire son mandat de 7 à 5 ans. Comme son nom l'indique, l'opposition avait estimé qu'il avait failli à la parole qu'il avait donnée. Gortia Wahdia. C'est passé d'un cadre conjoncturel à un cadre électoral, coalition électorale, dans la foulée du référendum. Eh bien, ce cadre-là, Manko Ouattou-Sénégal, n'est ni conjoncturel, me semble-t-il, ni électoral. Il a été mis en place à la suite de ce que l'opposition considère comme un recul de la démocratie sénégalaise et comme une menace qui planerait sur un certain nombre d'acquis démocratiques. Macky Sall avait appelé à un dialogue national le 28 mai, à la suite de quoi il s'est rendu à Pékin, et j'avais trouvé d'ailleurs le défi qu'il avait lancé à une opposition qu'un mois auparavant, il avait convié autour de sa table de négociation. Souvenez-vous de cette métaphore du lion qui dort. Ensuite, il y a eu dans la foulée les travaux sur la revue du code électoral, avec 12 points qui étaient inscrits à l'ordre du jour. Sur les 8, il y avait des points d'accord, et sur les 4, il y avait un désaccord qui avait été enregistré, et c'est ainsi que tout le texte a été remis au président de la République pour arbitrage. Mais c'est à se demander, même si le président de la République a jeté un coup d'œil. Pourquoi? Parce que, très rapidement, le texte a été envoyé tel quel, au niveau de l'Assemblée, en procédure d'urgence, et a été adopté par la majorité mécanique du pouvoir en place. Ce que l'opposition d'ailleurs a considéré comme un forcing. Et il y a d'ailleurs Mamadou Diop Decroix qui rappelait la dernière fois que depuis 25 ans, c'est le quête électoral le moins consensuel qu'on ait eu au Sénégal. Donc c'est à la suite de tout ça que l'opposition s'est dit qu'on n'en est pas encore à une élection. La prochaine élection aura lieu en juin 2017, c'est les prochaines législatives. Mais il y a une menace qui pointe sur les acquis démocratiques du pays. Nous avons à nous retrouver tous ensemble pour sauvegarder ces acquis démocratiques. C'est ce qui justifie la mise en place de Manko Ouattou-Sénégal. Maintenant,
L'avenir de cette coalition dépend de cette capacité de l'opposition à faire adhérer le maximum de Sénégalais autour de cette plateforme, à faire comprendre à tout le monde qu'on n'est pas dans le cadre d'une coalition électorale, qu'on est dans le cadre d'un front qui vise, premièrement, à sauvegarder les acquis démocratiques, et deuxièmement, à jeter un regard appuyé et à jouer un rôle de vigie pour la gestion des ressources, notamment les ressources naturelles, pétrole, gaz, etc. À partir de ce moment-là, souvenez-vous de la fameuse rime de Victor Hugo, qui disait que le pouvoir ne lâche que ce que le peuple lui arrache. Donc la survie de cette structure dépend de la capacité de cette opposition à faire adhérer le maximum de Sénégalais autour de cette plateforme pour espérer renverser un peu le rapport des forces qui est jusqu'à présent favorable au camp du pouvoir. Absolument. Alors, Momar Seyni Ndiaye, cette coalition Ouattara-Sénégal qui arrive au moment où quand même il y a une certaine situation de crise, de problème de dialogue. C'est vrai qu'il y a eu le dialogue national. Au-delà de ça, est-ce qu'on peut retenir une substance réelle? Oui, je voudrais essayer de renvoyer un peu l'ascenseur à mon ami Momar. Je dis souvent, quand vous avez l'un, vous avez l'autre. Il me paraît un peu assez superfétatoire d'avoir les deux sur un plateau, parce qu'au risque de dire la même chose et d'arriver à ces deux redondances. Mais enfin, la répétition peut parfois être pédagogique. Absolument. Et je pense qu'il faut quand même se féliciter qu'on ait pu justement avoir l'occasion d'échanger. Je partage parfaitement l'analyse situationnelle qu'il vient de faire, qui nous retrace, nous replonge un peu dans les conditions dans lesquelles cette nouvelle coalition a été mise en place. J'ajouterai également qu'il y a eu quand même une autre organisation mise en place par l'opposition et qui s'occupait un peu de la transparence des élections et qui regroupait le PDS, le Réuni et d'autres forces politiques. Mais évidemment, cette organisation a fait long feu. Elle a une existence très éphémère. En dehors de cela, il y a eu quand même la coalition des leaders pendant les élections de 2014 qui regroupait Cheikh Bamba Dièye, Khalifa Sall, Abdoulaye Baldé, Idrissa Seck et les autres, et qui avait justement vocation à unir l'opposition autour d'un front politique qui pourrait fédérer les forces et arriver peut-être à imposer une certaine forme d'alternance, ce qui a plus ou moins réussi lors de ces élections municipales et départementales dans les villes. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a assisté à pratiquement la prise de pouvoir de tous ces leaders dans leur ville d'origine. C'est parce que tout simplement ils avaient tous bénéficié de l'appui réciproque des uns et des autres. Donc ce n'est pas, c'est peut-être la énième coalition ou organisation qui a été montée par l'opposition. Celle-ci a ceci de particulier qu'elle reflète quand même moins de subjectivisme vis-à-vis du pouvoir. Je disais souvent que depuis de 2012 à 2015, on a eu quoi? Des écarts démocratiques qui sont très importants. Le procès de Karim Wade, l'interdiction des manifestations, la répression, l'emprisonnement facile, peut-être même une certaine faiblesse du pouvoir judiciaire, ça il faut quand même le dire. Mais aussi de notre côté, on a une sorte de subjectivisme d'opposition qui remontait plus ou moins le lourd contentieux politique né du PDS, du régime précédent. C'est-à-dire, on avait l'impression, on avait ce sentiment que, au fond, l'opposition se réduisait à une confrontation fraternelle au sein du PDS et de ses excroissances entre le PDS et ceux qui sont restés au pouvoir. On a une évolution qualitative maintenant vers l'opposition, même s'il y a au sein de cette nouvelle opposition Ouattara-Sénégal des figures de proue qui ont eu des contentieux avec Macky Sall, des contentieux d'ordre subjectif, on a quand même l'impression qu'on vient d'avoir une opposition qui, du point de vue de la qualité, peut apporter beaucoup plus au débat politique que des problèmes de subjectivisme. Et de ce point de vue-là, je pense que Momar a raison de dire que c'est un important pas qui est franchi dans ce domaine-là et qui nous permettra peut-être d'avoir enfin un débat programmatique sur ce que veut faire l'opposition. Parce qu'au-delà des accidents de la démocratie, des écarts démocratiques comme l'interdiction des séjours, comme les emprisonnements faciles, il y a quand même un débat de fond que les Sénégalais attendent. Nous avons aujourd'hui le plan Sénégal émergent. On a eu des critiques là-dessus, on a reçu des avis, des opinions là-dessus. Il est peut-être temps que l'opposition se saisisse
de ce plan nous disent au fond où est-ce que ça va amener le Sénégal. C'est important. Au-delà quand même des problèmes de personnes, des problèmes subjectifs. On a un certain nombre de choix sur l'éducation nationale aujourd'hui qui est en crise profonde. Il y a des choix également sur des questions de société qui sont très importantes, sur l'occupation de l'espace politique par le pouvoir religieux. Tout ça, c'est des débats de fond sur lesquels nous voulons avoir des consensus, en tout cas des débats profonds, des débats contradictoires qui permettront aux Sénégalais, le moment venu, de ne pas élire simplement des présidents par défaut, mais d'élire des gens sur des bases démocratiques. Fondamentalement, le problème, il est là. Moi, je ne suis pas tellement enchanté par une opposition qui a l'insulte à la bouche, qui a des problèmes de subjectivité, qui pose souvent les problèmes d'une manière plus ou moins personnalisée, crypto-personnelle, il faut bien le dire, hein, et qui demain s'empresse très vite à rejoindre le pouvoir, ce que nous avons vu quand même depuis ces derniers temps. Moi, nous voulons une opposition de qualité qui puisse jouer un rôle de contre-pouvoir, qui peut apporter des solutions pratiques parce que nous avons effectivement des problèmes de visibilité sur nos choix de société, sur notre projet de société, où est-ce que nous voulons aller. Il y a beaucoup de proclamations dans tous les secteurs. Sur l'agriculture, nous avons probablement eu des projets, des progrès, mais ça reste à devenir. La gestion du monde rural, du monde pastoral, du monde, d'une manière générale, du secteur primaire pose problème. On a des années, des performances très écartelées, d'une année à l'autre, des différences dans les performances agricoles qui sont extrêmement importantes et qui ne se justifient pas. Parce que logiquement, si on poursuit évidemment une logique dans les politiques économiques, on n'aurait pas dû avoir ces écarts. Il y a également des problèmes, débats de fond sur les politiques publiques. Aujourd'hui, quelle politique publique doit-on mettre en place? On a l'impression qu'on tangue, on va à tort et à travers, on fait des choix aujourd'hui qui sont remis en cause. Il y a un certain nombre de chantiers qui sont lancés par le président sur lesquels il faut peut-être apporter un regard critique, c'est sur la politique sociale. Absolument. On a l'impression qu'on ingurgite tout, on accepte tout, et on ne pose pas de regard critique dessus pour permettre que les choses puissent avancer. Moi, c'est de cette opposition-là dont je rêve absolument, qu'il y ait au fond des débats de fond. Ça ne veut pas dire que des cas comme le problème de Sonko ne seront pas traités, ça ne veut pas dire que des problématiques électorales également ne seront pas posées. Petro-Tim, par exemple, qui est sur le régime présidentiel Momar, nous avons des débats tout le temps là-dessus. Aujourd'hui, il faut quand même critiquer, il faut porter un regard critique sur la nature du régime. On a un régime présidentialiste aujourd'hui qui est extrêmement fort, qui n'est pas l'apanage du président Macky Sall, mais qui l'a trouvé ici. Absolument. Et qui, aujourd'hui, a connu ses véritables limites. Parce que quand un pouvoir a trois leviers, il peut saisir, il peut manipuler la justice, il peut, par le biais des nominations, mais qui il veut, il peut, par le biais des leviers financiers et probablement des leviers fonciers, enrichir qui il veut, ça pose un véritable problème. Je pense que nous devons vraiment réfléchir en profondeur sur la capacité de l'opposition à se saisir de ces questions, à les poser sur la table, à les discuter de manière sereine, sans que ce soit des règlements de compte. Malheureusement, je dis encore, la mise en place de cette opposition est partie sur des bases difficiles, parce qu'il y a effectivement des problèmes qui sont dans le subjectif, qui commencent à surgir entre le président de la République et Abdoul Mbaye, qui a été son ancien Premier ministre. Ça, quand même, c'est un contentieux qui est très lourd, et qui n'est pas encore vidé, et sur lequel il faut que tous les deux puissent également se surpasser pour qu'on arrive vraiment à des débats de fond. Moi, je pense que globalement parlant, il est même de l'intérêt du président de la République, il est même de l'intérêt du Sénégal d'avoir une opposition forte, pour que le débat de fond puisse servir les Sénégalais, pour que, à l'arrivée, nous puissions arriver à ce qui nous intéresse. Arriver à ce qui nous intéresse le plus, c'est le développement du Sénégal. Absolument. Alors, l'entrée en matière de cette coalition du Sénégal a été marquée un peu par la signature d'un code de conduite. Alors, sur ce point, Momar, est-ce qu'il n'y a pas, on ne se regarde pas un peu du coin de l'œil déjà avant de passer aux choses sérieuses, avant de poser les vrais débats? Avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir sur ce que Momar a dit et qui me semble très, très, très important. Je crois que c'est le président de la République, Macky Sall, en personne, qui devrait même se réjouir de cette volonté de l'opposition de s'organiser et de donner corps à une opposition forte au Sénégal. Rappelez-vous, le renforcement des droits de l'opposition et son statut figuraient en bonne place dans le projet de réforme qui avait été soumis par le président de la République au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a fait depuis en cette matière?
Ne me dites pas que renforcer les droits de l'opposition, c'est, après les avoir conviés autour de la table de négociation, aller à Pékin un mois plus tard pour les défier en leur disant de se méfier de lion qui dort. Je ne pense pas que renforcer l'opposition, c'est les convier autour des travaux de la revue du code électoral, avoir 4 points de désaccord et prendre comme ça le document, le passer pour le faire voter en procédure d'urgence. Je ne crois pas non plus que renforcer les droits de l'opposition, c'est faire une offre de siège au Parti démocratique sénégalais, principal parti d'opposition, au risque de renforcer les soupçons de compromission entre le PDS et le pouvoir, et donc au risque de discréditer la principale formation de l'opposition. Renforcer l'opposition, il me semble que c'est tout à fait autre chose. C'est cette dynamique dans laquelle se retrouve l'opposition, et tout le monde a y gagné, le président de la République en premier. Souvenez-vous de la fameuse pensée de Bakary Traoré. À gouverner sans critique, on administre sans talent. On a besoin d'une opposition forte, qui soit une force de contre-proposition, qui permette au pouvoir en place de confronter ses politiques, ses idées et ses orientations. Et je pense que cela me semble très essentiel. Maintenant, il est bon, pour revenir à votre question, qu'on aille vers un code de conduite. Parce que c'est une coalition ou un front que l'opposition voudrait le plus large possible. Donc, il y a des forces qui ont des trajectoires différentes, qui ont des vécus différents, et Momar le soulignait tout à l'heure, et il y en a certains qui ont des relations très crypto-personnelles avec le président de la République. Maintenant, pour que tout cela ne puisse pas rejaillir sur le fonctionnement de cette structure, il est bon qu'on se retrouve pour se mettre d'accord sur un code de conduite. Je crois que ce qu'ils ont adopté comme démarche jusque-là me paraît cohérent. Le fait d'abord de se retrouver, de s'entendre sur la nécessité de mettre en cadre cette structure, de définir un code de conduite et que tout le monde s'y conforme, de définir un plan d'action. Parce que jusque-là, la principale critique qui a été formulée en l'encontre de l'opposition, c'était que, 1, elle était dispersée et désorganisée, 2, qu'elle n'était pas dans l'action, et il y avait une étiquette d'ailleurs qu'on leur collait, d'être une opposition de communiqué, de presse, et une opposition de salon. Je crois qu'ils doivent être sur le terrain, aller à la base, aller à la rencontre des Sénégalais. De toutes les façons, les Sénégalais maintenant sont très éveillés. On ne peut pas les embarquer dans une affaire dans laquelle ils ne verraient pas leur intérêt. C'est dans la capacité de cette opposition-là à faire en sorte que la majorité des Sénégalais épousent un certain nombre de leurs plateformes et trouvent que ça va dans l'intérêt du Sénégal que se retrouve la survie de cette coalition-là. Absolument. Alors, le code de conduite, est-ce que ça a sa valeur marchande à votre avis? Mais écoutez, moi, je pense qu'il y a toujours besoin d'un code de conduite qui est une sorte de table de bord de référence pour qu'on puisse effectivement placer des digues à ne pas franchir. Il faut quand même qu'il y ait des règles de conduite qui sont communes à l'opposition et qui sont partagées. Mais une chose est d'établir ces règles, une autre est de les respecter. Voilà. L'expérience a montré effectivement que les ambitions personnelles prenaient souvent le dessus et que très rarement ces dirigeants qu'on connaît quand même, qui ne sont pas des nouveaux dans la scène politique, on les connaît très bien aussi, on les connaît aussi sous des travers clairs quand ils ont eu à gérer le pouvoir, comme on les connaît aussi sur un certain nombre de vertus. Je pense qu'il ne faut pas quand même penser qu'il faille donner un blanc-seing à cette opposition en pensant que c'est une opposition salvatrice, providentielle, qui va nous tirer de nos difficultés. Nous les attendons de les voir à l'œuvre, parce que sur un certain nombre d'aspects, nous les avons vus, et globalement parlant, notre sentiment de scepticisme est encore plus fort que l'optimisme. Mais enfin, puisque la décision est faite, l'engagement est pris de s'unir et d'aller vers une opposition concrète, faite de propositions de qualité, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on peut les suivre et les écouter. Mais le problème est maintenant de savoir dans quelle mesure cette opposition a les capacités de respecter ces codes de conduite. C'est ça le problème. Encore une fois, il ne s'agit pas de les énoncer, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Dans quelle mesure cette opposition ne va pas demain à la moindre incartade aller rejoindre le pouvoir? Parce que si vous regardez la composition un peu de cette coalition, mais écoute, dans un passé encore récent,
Il y en a eu qui ont fait des va-et-vient, qui sont peut-être rapprochés du pouvoir, qui s'en sont plus ou moins écartés au gré des intérêts personnels, personnels qu'ils développent. Nous pensons qu'il est temps que les gens acceptent qu'il y ait au Sénégal une véritable opposition. C'est-à-dire des forces politiques qui n'ont pas vocation à aller au pouvoir, mais qui ont vocation à prendre le pouvoir et qui s'entendent sur des normes de comportement, des normes programmatiques, une doctrine claire, même si ce n'est pas une doctrine idéologique, mais une doctrine comportementale qui nous permet demain de constituer de véritables forces alternatives. Nous n'avons pas de force alternative au pouvoir. Ou bien, en tout cas, si cette force alternative existe, elle n'est pas structurée, elle n'est pas documentée, on ne sait pas exactement vers quoi ils vont nous mener, parce que pour la plupart d'entre eux, quand ils ont été au pouvoir, ils ont mené pratiquement les mêmes politiques que celles du pouvoir. Il faut que ce changement radical d'orientation, que les Sénégalais puissent le sentir dans la force de leur proposition. Mais déjà, ils proposent une marche dans bientôt. Hein. Vous savez qu'une marche, j'espère que le gouvernement aura l'intelligence de ne pas interdire cette marche, encore une fois. Ah bon? Oui, parce qu'encore une fois, ce gouvernement nous a un peu habitués dans le passé à interdire des manifestations, alors que tout le monde sait qu'une démocratie ne peut pas quand même fonctionner sans la fonction tribunicienne, sans également les marches, sans la liberté d'expression, sans la liberté de parole. J'espère que le gouvernement ne fera pas l'erreur de l'interdire. Mais une marche, ça ne suffit pas. Mais qu'est-ce que ces gens vont nous proposer par rapport à ce que propose aujourd'hui l'État? L'État a mis en place aujourd'hui le PSE, c'est un projet Sénégal émergent. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Est-ce qu'il y a une force alternative? Il y a des politiques sociales, il y a des politiques économiques, il y a des politiques publiques. Le tout va sur l'infrastructure, sur le béton et tout ça. Est-ce que c'est l'orientation que le gouvernement doit adopter? Qu'est-ce qu'il nous propose à la place? Nous avons connu des campagnes rurales catastrophiques. Depuis 1 an ou 2, ça va légèrement mieux. Est-ce que les choix que nous avons en matière de politique agricole sont les meilleurs? Est-ce que les choix qu'on a en matière de politique élevage, ce qui s'est passé lors de cette tabaski prouve l'échec total de la politique d'élevage. L'échec est d'autant plus retentissant encore en termes d'énergie. Nous avons encore des coupures d'électricité de façon récurrente, même si on a une très légère administration. La politique de l'emploi pour les jeunes est un échec total. On nous fait beaucoup de bruit, beaucoup de tam-tam pour essayer de nous montrer qu'effectivement les politiques mises en place permettront de créer des emplois, l'auto-emploi, ainsi de suite, alors que les résultats sont extrêmement malingres. Je pense qu'il est temps que maintenant, que nous, de manière systématique, qu'on puisse se pencher sur ces questions, qu'on arrête de faire de la politique pour de la politique, que ce soit une opposition qui réfléchisse en profondeur sur les projets de société, sur aujourd'hui l'angoisse des jeunes, qui sont gagnés par l'alcoolisme, qui sont gagnés par des comportements de béatitude totale, sur un certain nombre de désintéressement total à la chose politique, à l'éducation, à la crise de l'éducation. Il y a beaucoup de problèmes dans ce pays sur lesquels le gouvernement tente de mettre en place des politiques et nous voulons des solutions alternatives. C'est ça, et je pense que ce qu'il faut, c'est une véritable opposition alternative qui ne passe pas simplement à l'alternance politique, mais qui peut proposer effectivement des alternatives économiques, politiques crédibles. Alors, cette marche annoncée par Manko Wattu Sénégal, est-ce que vous pensez que ce sera peut-être un moment opportun pour que les gens comprennent que c'est du sérieux? En tout cas, Momar Seyni vient de faire une remarque qui m'apparaît fondamentale. Un des points de reproche de l'opposition vis-à-vis du régime en place, c'est la menace qui plane sur un certain nombre d'acquis démocratiques. Je crois que restreindre les libertés publiques, interdire systématiquement des manifestations de l'opposition, ça ne participe pas à une vitalité démocratique dans un pays. Et je crois que le premier droit qu'il faudrait reconnaître à l'opposition, c'est le droit de manifester. Je crois que le pouvoir ne fera pas l'erreur d'empêcher cette marche-là. Maintenant, je reviendrai sur le code de conduite. D'accord. C'est important. C'est important surtout pour un parti comme le Parti démocratique sénégalais. Parce qu'il y a des gens qui, sur la base de l'attitude du Parti démocratique sénégalais, ont extrapolé et ont trouvé que l'opposition, de façon globale, se cherchait. Je ne crois pas que le grand parti de Malick Gakou, je ne crois pas que le Rewmi de Idrissa Seck, je ne crois pas que Bokk Gis Gis de Pape Diop, je ne crois pas que
le parti de Cheikh Bamba Dièye et autres se sont cherchés. FSDBJ. Ce sont des partis qui, très tôt, ont opposé une fin de non-recevoir au projet de réforme constitutionnelle du président de la République, qui ont opté pour le non, qui ont battu campagne pour le non. Et pour la plupart, à la suite même de ce référendum, quand le président leur a tendu la main pour un dialogue, ils ont opposé également une fin de non-recevoir en disant que le dialogue devait avoir lieu en amont du référendum et non après. Par contre, si on prend un parti comme le Parti démocratique sénégalais, son attitude a été très incohérente. Voilà un parti qui a battu campagne pour le non au référendum, qui était dans une position assez crispée avec le pouvoir en place. Et qui, après le référendum, la victoire du oui, a accepté la main tendue du président Macky Sall et est allé au dialogue. Or, il est clair que Macky Sall ne visait que principalement 3 choses à travers cette offre de dialogue. La première chose, c'était de libérer Karim Wade sans en subir seul le contre-coup. Ça s'est opéré. La deuxième chose, c'était de travailler avec l'opposition à avoir une revue du code électoral. Ça a été opéré. La troisième chose, enfin, c'était de pouvoir avoir la caution de l'opposition ou de la principale formation de l'opposition, le PDS, pour pouvoir mettre en place une institution que beaucoup de Sénégalais jugent inutile, en l'occurrence le HCCT. Et il est parvenu à ces 3-là. Et donc c'est le Parti démocratique sénégalais dont l'attitude et la démarche ont été suffisamment floues que ça a même dérouté un certain nombre de hauts responsables, comme par exemple Aïda Mbodj, qui, non seulement pour être cohérent avec la position qui a été prise lors du référendum, de voter non à ce projet de réforme, a boycotté l'élection au Conseil. Et a même formulé une demande qui consiste à appeler la direction du PDS de ne pas prendre les sièges que Macky Sall pourrait leur octroyer sur le quota de 70. Ça, c'est un autre problème. C'est une idée qui est très agitée. Hein, vous voyez que donc... pourrait prendre des gens du PDS et dans le quota qui sortirait de sa poche et voilà. Vous voyez, donc, voilà un parti, le Parti démocratique sénégalais, qui a une attitude jusque-là très... Donc, vous considérez que ce code de conduite-là... Et je considère que, quelque part, les autres composantes de coalition Manko Wattu Sénégal ont quand même, dans un coin de l'œil, cette trajectoire plus ou moins sinueuse qui a été prise jusque-là par le Parti démocratique sénégalais et qui voudrait que vraiment le Parti socialiste et le Parti démocratique sénégalais s'engagent résolument dans le plan d'action qui a été déterminé. Et je crois que c'est fondamental. Absolument, c'est très fondamental. Moumar Seni, par rapport à son analyse, apparemment on est presque dans le HCCT qui est notre deuxième sujet. Mais... Bien entendu, moi j'ai déjà dit des choses, beaucoup de choses au Conseil des collectivités locales. Personnellement, territorial plutôt, personnellement, je ne crois pas que cette institution puisse apporter grand-chose au débat sur la décentralisation. Les problèmes de la décentralisation de l'acte 3 ont déjà été faussés au départ par la manière dont ça a été amené, dont ça a été développé par la suite, sans véritable concertation et sans véritable ligne directrice, et qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de décentralisation qui, au fond, a beaucoup de handicaps et de manière essentielle. Et tant que ces handicaps ne seront pas levés, on va avoir des déclarations de principe, une configuration de principe sur une politique décentralisée, mais en réalité, on ne sentira pas les véritables effets de la gouvernance locale qui est la finalité, qui constitue la finalité un peu de la décentralisation. La décentralisation, c'est quoi? C'est pouvoir donner le pouvoir aux locaux, le pouvoir, développer le pouvoir local. Or, aujourd'hui, tout est centralisé. Comment ça? Tout est centralisé. Je veux dire, c'est vrai qu'on parle du HCCT là déjà. On est sur le HCCT. Je veux dire, le HCCT aussi est une excroissance de l'acte 3 de la décentralisation. On ne peut pas parler de HCCT si on n'a pas parlé de la politique de décentralisation. Absolument. Ouais. Mais si la politique de décentralisation n'est pas assise sur des fondements solides, le Haut Conseil ne servira pas à grand-chose. Et encore moins s'il est dirigé par Ousmane Tanor Dieng, alors qu'on aurait pu peut-être trouver des profils qui sont beaucoup plus professionnels dans ce domaine et qui bénéficient d'expérience et peut-être de capacités de plus à même de le développer. Ceci dit maintenant, ce que je peux dire par là, c'est que il faut aussi que l'opposition fasse son autocritique. Parfois aussi, il y a des écarts langagiers. Ils ont des écarts qui sont extrêmement nocifs à la démocratie.
on ne peut pas s'opposer en ayant l'insulte à la bouche. Là aussi, il faut le dire des choses clairement. Moi, j'ai entendu des responsables politiques traiter l'État d'un État voyou, de gouvernement voyou. Évidemment, ils n'ont pas encore vu ce que c'était un gouvernement voyou. De banditisme d'État. De banditisme d'État. Je pense qu'il y a, dans la terminologie, dans la sémantique, des mots qui sont beaucoup plus percutants, beaucoup plus pertinents pour les exprimer sans forcément attiser les relations publiques. Parce que la pacification de l'espace politique est une condition sine qua non pour quand même permettre à l'opposition de s'éclore. On ne peut pas diriger un pays dans la conflictualité. Personne n'y a intérêt. Aussi bien le gouvernement... Les gens, ils cherchent le sensationnel aussi. Oui, mais le sensationnel nous conduit effectivement à la dérive aussi, quelque part. Les sanctions contre Sonko découlent naturellement d'une certaine radicalisation du discours des deux côtés et qui a probablement inspiré cette décision qui me paraît totalement disproportionnée. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on en arrive aussi à une opposition qui sache trouver les mots justes, qui n'est pas seulement l'injure à la bouche, qui sache faire de la proposition, que ça se fait dans la qualité de ces propositions, dans la pertinence de ces propositions, au lieu de penser qu'il faut simplement occuper la rue, insulter, brandir des pancartes et se donner une légitimité d'opposition. Ou occuper les médias pour se donner une légitimité d'opposition. L'opposition doit servir de locomotive pour entraîner les forces de changement. Or, qu'est-ce que c'est que le peuple regarde aujourd'hui deux camps qui s'opposent, qui se jettent des pierres, qui s'insultent comme des roturiers, excusez-moi, et qui n'a aucune proposition alternative pour juger de la valeur de ce que disent les uns ou les autres. Quand vous entendez le président de la République ou le gouvernement exposer sa politique sociale, sa politique d'infrastructure, et toutes ces politiques, vous avez l'impression qu'ils ont raison. Quand vous entendez l'opposition, les critiques, vous avez l'impression... Mais on n'a pas aujourd'hui de solution alternative qui disent voilà pourquoi ce qui est fait dans le PSC est mauvais, voilà ce qui en est bon. Voilà pourquoi dans la politique des infrastructures, dans les politiques publiques, ce qui est bon, ce qui est mauvais. On n'a pas cette approche critique. On a une approche radicalisée sur un fond d'injures, sur un fond de problèmes subjectifs et qui, de toute façon, ne nous sortiront pas de la conflictualité. Il faudrait que, sans parler d'opposition républicaine et civilisée comme du temps de Wade, je ne parle pas de cela. On veut une opposition intelligente. Le code de conduite dont on a parlé, mais il faut bien que ce code de conduite soit respecté. Mais l'attitude du PDS, qui est quand même, malgré tout, la principale force d'opposition, est quand même une attitude suspecte. On ne comprend pas ce que veut le PDS. Et je vous assure que le PDS n'est pas le seul dans ces cas. Ah bon? Dans les jours qui viennent, vous entendrez une autre force dans cette opposition-là qui va pactiser avec le pouvoir. Je vous le dis très bien. Parce que tout simplement, il y a des négociations. Dans la coalition, mais bien entendu. Parce qu'il y a des qui va violer le code de conduite. Mais bien entendu, il y a une sorte d'ambivalence dans le discours qui me paraît totalement nuisible à l'image de notre démocratie, parce que c'est une démocratie finalement de prébande où on quitte le pouvoir pour des intérêts particuliers, on rejoint le pouvoir pour des intérêts particuliers, mais en réalité, on n'est pas une force alternative. Carrément, on cherche à s'approcher du pouvoir pour pouvoir effectivement tirer toutes les prébendes de ce que le pouvoir, de tous les dividendes que le pouvoir nous donne, mais on ne cherche pas véritablement à changer les choses en profondeur. Et si aujourd'hui, le PDS, qui constitue encore le noyau dur et le centre de gravité de l'opposition, si le PDS n'a pas une position claire, nette, débarrassée des problèmes de subjectivité, sans ambiguïté, débarrassée des problèmes de subjectivité, débarrassé, retrouvé, parce qu'aujourd'hui, le PDS est constellé en une dizaine de partis. Mais si aujourd'hui ce PDS... C'est ce qui pose même le problème au niveau du groupe parlementaire. Mais absolument. Mais si aujourd'hui on n'a pas une PDS regroupée autour de ses forces originelles, qui se met en véritable situation d'opposition, qui peut entraîner les autres. Parce qu'en 2000, s'il n'y avait pas eu un Abdoulaye Wade qui constituait le noyau dur de l'opposition, avec tout son effet d'entraînement, autour des partis comme la LDMPT, le PIT, Andeyef et les autres, mais on n'aurait pas eu d'alternance. C'est lui qui avait cristallisé. Or, aujourd'hui, on a une constellation de petits partis, des dirigeants qui sont peut-être des figures emblématiques, mais à qui on peut reprocher beaucoup de choses dans leur carrière politique. Beaucoup de choses. Et qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, nous espérons que ce nouveau cadre va réussir enfin à fédérer des véritables énergies, à constituer une force
alternative plutôt que d'être une... Mais oui, mais vous annoncez déjà une formation politique qui va quitter le peloton là. Est-ce que ça ne va pas un peu fragiliser déjà d'entrée de jeu cette coalition, et puis parler un peu de ce HCTT qui pourra probablement, si certains n'y vont pas, est-ce que ce ne sera pas un peu la politique de la chaise vide aussi? Avant le Conseil, permettez-moi de rebondir sur ce que Momar a dit et qui m'apparaît essentiel. Cette nécessité pour la classe politique, dans son ensemble, qu'il s'agisse du pouvoir ou de l'opposition, d'élever le débat. Il me semble qu'il y a un phénomène qu'on n'a pas suffisamment analysé. C'est le taux d'abstention de plus en plus élevé à des élections au Sénégal. C'est lié tout simplement à une désaffection de plus en plus forte des Sénégalais vis-à-vis de la politique, de la chose politique. La politique suscite de plus en plus de la défiance, de la méfiance, du rejet, voire du dégoût de la part des populations. Des populations qui ont soif d'exemplarité face à une classe politique qui n'est plus exemplaire. Le fond du problème se situe à ce niveau-là. Non, attends, c'est la politique qui est en crise ou ce sont les hommes politiques qui sont en crise? Non, c'est les hommes politiques, les manières de faire, les débats crypto-personnels, les considérations crypto-personnelles qui font que les Sénégalais sont de plus en plus dégoûtés par la chose politique. Et il me semble que c'est un phénomène que toute la classe politique, qu'elle s'agisse de l'opposition ou du pouvoir, a intérêt à corriger. C'est fondamental. Maintenant, pour parler du Haut Conseil. Ah oui, parce qu'on annonce des gens du PDS, membres de Ouattou Sénégal dans la liste du président. Je n'en attends vraiment pas grand-chose. Momar l'a souligné tout à l'heure, on n'a pas simplement un régime présidentialiste. On a un régime hyper présidentialiste. Un régime moniste. Mais figurez-vous, sur ce Haut Conseil-là, 70 seront choisis par le président de la République. C'est quasiment 50% des membres du Haut Conseil. Et vous avez vu toutes les convoitises qu'ont suscité la quête de sièges. Est-ce que ces personnes-là, qui ont été quémandées des sièges au président de la République, ou qui doivent leur siège dans le futur Haut Conseil au président de la République, oseront, sur un certain nombre de politiques publiques définies par le pouvoir, avoir leur mot à dire, ou bien aller dans le sens contraire de ce que veut le président de la République ou son régime? Cela pose problème. Il se trouve aussi qu'il y a une certaine dynamique qu'on a remarquée avec ce fameux gagner ensemble et gouverner ensemble, qui consiste de la part du président de la République de nommer à la tête de ces institutions ceux qu'il considère comme ses principaux alliés. Aminata Tall a été la première à fondre son mouvement Sellal dans l'APR. Elle a hérité du Conseil économique, social et environnemental. Moustapha Niasse, tout le monde sait qu'il soutient sans faille le président de la République. Il a hérité de l'Assemblée nationale. À la présidentielle. Quand le président de la République a été voir Djiboka pour lui dire « Je vous tends la main, il va falloir que vous veniez travailler pour nous, avec nous », il a sorti de sa manche la commission pour le dialogue des territoires et le lui a confié. Il restait donc parmi ses principaux alliés quelqu'un comme Ousmane Tanor Dieng qui va hériter du Haut Conseil. C'est quoi? C'est un partage du gâteau. Et ce qu'il a dit, c'est très clair, Tanor. Il a dit dernièrement que si Macky Sall me fait confiance, je suis prêt. Or, souvenez-vous de la fameuse remarque de Robert Badinter au président François Mitterrand, qu'il avait nommé comme président du Conseil d'État français, avec ce fameux devoir d'ingratitude de la part de personnes qui, quand bien même ils devront leur nomination à des postes au président de la République, pour l'intérêt de la nation, pensent que pour le bon fonctionnement de ces institutions, il va falloir qu'ils soient déloyaux vis-à-vis du président de la République, qu'ils soient ingrats vis-à-vis du président de la République. Que le président de la République n'attende pas qu'à la tête de ces institutions, qu'il ne pense qu'à le servir. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Sénégal. Même des députés de la majorité en conviennent. Cette législature-là est l'une des législatures les plus problématiques qu'on ait jamais eues. Parce que nous avons tout simplement à sa tête un président qui pense qu'il doit multiplier les gages de loyauté vis-à-vis du président de la République, qui pense qu'il doit multiplier les gages de gratitude vis-à-vis du président de la République. Tant et si bien qu'il a la propension de mettre le coude sur des questions orales, sur des questions écrites, sur des initiatives parlementaires, et qui font que l'Assemblée ne fonctionne pas normalement.
Et voilà pourquoi cet hyper-présidentialisme fonde à croire que si on reste dans la même dynamique, le Haut Conseil des collectivités territoriales, comme toutes les institutions qui existent jusqu'à présent, ne fonctionneront pas normalement dans l'intérêt supérieur de la nation. Absolument. La question du fonctionnement des institutions, Momar. Oui, mais je pense que, comme l'a dit globalement, est-ce que... bon, la législature, je pense qu'on en a tellement parlé qu'on ne trouve plus assez de mots d'ailleurs pour la qualifier. Et je pense que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, et qui est en partie dû aussi à la loi sur la parité, il faut le dire aussi. Hein, parce que moi, je ne suis pas misogyne, loin s'en faut, mais on a quand même malheureusement permis, avec cette loi, qui a une forme assez licencieuse, a permis l'accès à des postes de députés, à des responsabilités, à des personnes qui n'en étaient pas préparées, qui n'étaient pas préparées pour ça et qui ont folklorisé un petit peu l'Assemblée nationale, plus évidemment l'attitude du président de l'Assemblée nationale, M. Moustapha Niasse. Bon, évidemment, qui était tout content d'être là, avant d'autres choses. Et au point de verser des larmes. Au point de verser. Quand on a servi Senghor, on a servi Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall, on se demande finalement à qui on sert, si on se sert pas soi-même. Bon, le problème, il est là. On peut aussi servir la nation. Voilà, bon, je veux dire, peut être ça aussi, hein. je veux dire, on ne peut pas être éternellement un grand serviteur de l'État. À un moment donné, il faut bien passer la main à d'autres, et qui ont peut-être beaucoup plus d'idées, qui ont moins d'angoisse par rapport à leur carrière que véritablement des personnes qui peut-être n'ont pas gagné beaucoup de choses en termes de compétition électorale. Aussi bien l'APR, l'AFP que le PS ont perdu beaucoup de choses en termes qui fait qu'au fond, ce sont plus des hommes du passif parce qu'ils n'ont pas gagné grand-chose. Et c'est des hommes du passé qui ont des pratiques politiques et une pensée politique complètement dépassée et qui n'a rien à voir aujourd'hui avec ce que peut être une démocratie moderne et une démocratie représentative. Je pense que annihiler son parti, atomiser son parti pour son ambition personnelle, il faut vraiment être de cette trempe-là pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, c'est à ça malheureusement qu'on arrive, et c'est ce qui plombe déjà le Haut Conseil des collectivités territoriales et qui a plombé l'Assemblée nationale. Parce que les personnes qu'on a mises ou qu'on mettra à la place de ces institutions n'ont d'ambition que pour elles-mêmes. Et pour cela, effectivement, ils ne voient pas l'intérêt que peut effectivement générer de telles institutions dans l'équilibre démocratique. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il y aura fondamentalement un changement générationnel qui va s'opérer et que le président doit impulser, il est de son devoir, puisque c'est lui que les Sénégalais ont élu, d'impulser ces changements générationnels parce que tout simplement, on ne peut pas continuer à gérer le pays de cette manière-là sur la base d'intérêts que Momar a décrit de façon la plus pertinente qui soit. Ceci dit, maintenant, il faut quand même comprendre que notre démocratie doit continuer à servir de vitrine. Or, aujourd'hui, malheureusement, ces deux institutions qui auraient pu être plus la justice, qui est très mise à mal aujourd'hui par des accusations, font que vraiment nous sommes dans une sorte de frustration démocratique. Et cette frustration-là, pour l'instant, elle se manifeste dans les partis, elle se manifeste dans les regroupements. Il faut craindre un jour qu'elle puisse se manifester au sein des peuples et des populations. Et on se demande d'ailleurs jusqu'où ira la patience des Sénégalais. Jusqu'où ira cette patience? On se demande jusqu'où ira cette patience. Quand est-ce que les Sénégalais vont enfin se réveiller et voir qu'aujourd'hui, les institutions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui ne sont pas les plus appropriées pour nous amener vers des changements majeurs. Il faudrait que ce débat puisse être pris en charge par la société. Au lieu que cette société civile singe servilement les partis politiques, se transforme en partis politiques, parce que c'est au fond ça aujourd'hui. On a une société civile qui se comporte comme des partis politiques qui ne sont plus dans la révélation mais qui sont dans l'action politique. Au lieu que cette société civile anime un peu, fasse de l'animation politique, aide les gens à comprendre, monte des sociétés, des initiatives sociales pour prendre en charge les questions fondamentales comme la démocratie, la gouvernance locale. Elle cherche à se rapprocher des partis politiques, elle cherche à se structurer politiquement pour aller pouvoir négocier avec le pouvoir et aller ailleurs. Je pense qu'on a un problème fondamental. On a peut-être un gouvernement qui a du mal à se repérer sur un certain nombre de choses et qui a développé les écarts démocratiques. Ça, c'est clair, on ne peut pas le nier. Mais on a aussi d'un autre côté une opposition systématiquement subjective, une société civile qui s'est complètement délitée et un peuple amorphe qui est là à regarder les choses se passer, à se plaindre
en attendant que des élections arrivent. Moi, je pense que c'est une critique globale de la société. C'est une approche systémique des choses qu'on doit voir et qui nous permettra aujourd'hui de faire en sorte que le gouvernement ne doit pas être le seul acteur à impulser les changements. Ça, c'est clair. Un pouvoir absolu qui ne crée que l'absolutisme. C'est un pouvoir césarien dans lequel le président peut tout faire parce que les institutions le lui permettent. Aujourd'hui, c'est à nous d'apporter les formes de régulation nécessaires pour que ce pouvoir-là ne soit plus un pouvoir total, un pouvoir exclusif qui lui permet effectivement de gouverner le pays comme il l'entend, selon ses propres repères. Et je pense que c'est à ce niveau-là que nous devons nous apporter la réflexion et non pas sur le fait de critiquer ou de donner une appréciation sur le Haut Conseil des territoires, qui n'apportera rien du tout. Ça, c'est clair, il n'apportera rien. Tout comme l'Assemblée nationale n'a rien apporté, ce Haut Conseil n'apportera rien. Tout comme le Conseil économique, social, environnemental, on ne fait pas des nihilistes. Mais quelle est la fonction de cette structure? En quoi ça a fait avancer les choses? En quoi ça a permis aujourd'hui de développer l'énergie? Nous sommes dans une phase de transition énergétique, mais jamais le Sénégal n'a manqué autant d'énergie. On nous annonce des augmentations de production, on n'a jamais eu autant de coupures. Non, mais attends, on est dans le mix énergétique aussi. Oui, mais ce qu'on appelle les transitions énergétiques. Oui, absolument. Mais qu'est-ce que ça a apporté? La politique de l'emploi dont on parle le plus souvent, la pêche qui est notre premier secteur de développement. D'accord. Les difficultés fondamentales qui sont dans la pêche, qui sont dans l'emploi, qui sont dans l'énergie, qui sont des 3 secteurs clés. Aujourd'hui, les Sénégalais doivent prendre possession de ces secteurs, en discuter et imposer des véritables changements au gouvernement. Absolument. Mais il y a quand même des forces de rupture. Hein, on voit quand même Khalifa Sall qui prend quand même une certaine position ou une autre. Alors, comment est-ce que vous voyez peut-être l'apport de monsieur le maire de Dakar, c'est vrai, dans, par exemple, cette situation? Bon, il y a certains au sein de ces détracteurs, au sein du Parti socialiste, qui ont parlé d'aventure individuelle de la part de Khalifa Sall. Cela vaut ce que cela vaut. Mais moi, je pense que Khalifa Sall est inscrit dans une démarche dans laquelle il ne peut plus faire machine arrière. C'est normal que dans un parti politique, que certains pensent que leur vocation, ce n'est pas par la bonne volonté du président de la République Macky Sall d'exercer de façon partielle le pouvoir. C'est d'aller, comme c'est la vocation de tout parti politique, à la conquête du pouvoir en vue de l'exercer pleinement. Ce sont ces orientations-là qui opposent le camp de Khalifa Sall et le camp d'Ousmane Tanor Dieng. Il est clair que le camp de Khalifa Sall, ragaillardi par cette victoire qu'ils viennent d'avoir avec Tahaou Dakar au sein du Haut Conseil des collectivités territoriales. Dans le département de Dakar. Dans le département avec de Dakar. Avec l'aide du PDS. Vont aller résolument, gardant cet élan-là, gardant ce regain de forme, parce que ce n'était pas le cas après le référendum, vont continuer dans cette dynamique. Et je n'écarte pas la possibilité pour Khalifa Sall et son camp d'aller aux législatives prochaines en présentant une liste qu'ils vont étendre peut-être à l'ensemble du territoire ou dans un certain nombre de départements, Tahaou Sénégal. Et il est clair qu'à partir de ce moment-là, ils se feront exclure du Parti socialiste. Parce que autant dans le règlement intérieur des partis, il est possible qu'il puisse y avoir la cohabitation de plusieurs listes au niveau des élections locales, autant aucun parti politique ne permet que pour des élections nationales qu'il y ait une liste parallèle à la liste qui a été définie par la direction du parti. C'est clair donc qu'on va directement vers une scission. Mais Khalifa Sall est preneur peut-être de cette scission. Pourquoi? Parce que lui, il sait qu'il a tous les atouts pour être le successeur peut-être de Macky Sall. Pas forcément en 2019. Si, par exemple, à la suite des résultats qui viennent d'être enregistrés par Tahaou Dakar à l'élection du Haut Conseil, on va vers les législatives en juin 2017 et que Tahaou Sénégal, ou le groupe favorable à Khalifa Sall, puisse obtenir un groupe parlementaire, il est clair qu'ils seront résolument dans une logique qui consistera à faire de Khalifa Sall le candidat à la prochaine présidentielle. Et quand bien même Khalifa Sall ne parviendrait pas à gagner l'élection présidentielle de 2019, mais il aura pris date. D'accord. Et figurez-vous qu'en 2024, projetez-vous dans la configuration actuelle de l'échiquier politique. Si vous vous projetez en 2024, Khalifa Sall, qui aura pris part à une élection présidentielle en 2019,
Mais écoute, en 2024, il aura la trajectoire, le vécu, l'envergure qui le prédispose peut-être à succéder à Macky Sall. Parce que jusque-là, Khalifa il y a une ligne. Khalifa Sall a plus de 60 ans aussi. Mais d'accord. mais non, mais en 2024, il aura l'âge d'être éligible à une élection présidentielle. Okay. C'est clair, c'est net. Et jusque-là, si vous faites une comparaison qui me paraît essentielle entre Khalifa Sall, Mame Adama Gueye, Talla Sylla, Cheikh Bamba Dièye, Cheikh Tidiane Gadio, et même Amsatou Sow Sidibé, et même Diouma Diakhaté, vous faites la comparaison, vous savez que Khalifa Sall a peut-être une envergure politique plus forte que toutes ces personnes-là. Mais malheureusement, il y a une ligne qui existe dans le CV de ces personnes et qui n'existe pas dans le CV de Khalifa Sall. C'est qu'eux ont eu l'avantage d'avoir été à une élection présidentielle, ce que n'a pas fait jusque-là Khalifa Sall. D'accord. Rapidement. Écoutez, moi je pense que... Parce qu'on me fait signe qu'il est... Je pense que Khalifa Sall est certainement un homme politique d'avenir. Mais j'ai l'impression aujourd'hui qu'en faisant une analyse assez profonde des situations, en tout cas très fine, on se rend compte que Khalifa Sall est en dépression électorale. Il a perdu beaucoup de voix entre le moment de juin 2014 et maintenant. On l'a vu un petit peu au référendum, on l'a vu un petit peu dans l'élection du Haut Conseil, on l'a vu aussi dans les difficultés qu'il a à prendre ses décisions vis-à-vis de Tanor et qui ne milite pas en sa faveur. Je vais être très prudent sur la carrière politique de Khalifa Sall parce qu'il n'y a que Dieu qui décide des carrières politiques. Tout à fait. Mais j'ai l'impression que M. Sall est un peu surcoté. Il est un peu surcoté. Tant que moi, je n'aurai pas la preuve que Khalifa Sall est capable de faire un maillage territorial national, de rassembler tous les Sénégalais de toutes les contrées, autour de, enfin, la majorité des Sénégalais autour de sa personne, je mettrai des doutes sur son envergure nationale. Pour l'instant, moi je le vois entre la place de l'Indépendance, entre la Corniche et le plateau. Et les parcelles. Et les parcelles assainies. Peut-être Grand Yoff un tout petit peu. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. J'ai l'impression qu'on a un petit peu sur le côté un peu Khalifa Sall et qu'aujourd'hui, c'est à lui maintenant de montrer qu'il peut avoir une envergure nationale. Voilà. En attendant, tout ce qu'on dit relève un peu de la spéculation. On verra avec le temps. D'accord, on me fait signe que c'est terminé. Malheureusement, on aurait pu continuer. Je rappelle que nous avons eu le plaisir de recevoir dans cette émission de Tribune Presse Momar Seni Ndiaye. Momar Seni Ndiaye, journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, Momar Diong, également journaliste, les deux analystes politiques. Messieurs, merci d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Moi, je vous retrouve samedi prochain pour un autre numéro de Tribune Presse.